bienvenue à ce rendez-vous d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres au sommaire de ce journal. Alassane Ouattara reçoit son homologue polonais Andrzej Duda en visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire. La question de la coopération en priorité de cette visite, notamment dans les domaines de l'agriculture, les nouvelles technologies et l'énergie. Un mémorandum d'entente sur les consultations politiques a été signé par les deux pays. Et le rapport final des États généraux de l'éducation nationale transmis ce mercredi au Premier ministre Patrick Hachi. Les travaux débutés le 19 juillet 2021 ont permis de mener des réflexions pour rendre plus performant le système éducatif en Côte d'Ivoire. Et l'actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine minimise l'impact des sanctions occidentales sur l'un des forums économiques à Vladivostok, dans l'extrême-orient de la Russie. Selon lui, il est impossible d'isoler la Russie. Bienvenue dans ce 23 heures. Ouvrons ce journal par ces télégrammes officiels adressés par la présidence de la République à Madame Liz Truss, Premier ministre du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Londres. Madame le Premier ministre, votre élection en qualité de Premier ministre du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins des vœux ardents de parfaite santé, de bonheur et de succès dans l'accomplissement de cette noble et exaltante fonction. Le choix porte sur votre personne constitue non seulement le couronnement de votre brillante carrière politique, mais aussi traduit vos qualités de femme d'État, ainsi que votre grande expérience dans la gestion et la conduite des affaires publiques. Pour ma part, je voudrais vous assurer de ma totale disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement et à la diversification des liens fructueux d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour le bonheur partagé de nos peuples respectifs. Très haute considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce deuxième télégramme adressé à son Excellence Monsieur William Ruto, président de la République du Kenya. Monsieur le Président, votre brillante élection à la magistrature suprême de la République du Kenya à l'issue du scrutin du 9 août 2022 m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, former des vœux ardents de santé, de bonheur pour votre Excellence, de même que de succès continu dans l'exercice de votre haute et exaltante mission. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence sous raffermissement des liens étroits de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples. Très haute et fraternelle considération. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Une visite d'amitié et de travail de 24 heures en terre ivoirienne pour le président polonais Andrzej Duda. Le tableau de la situation politique, économique et sécuritaire de la Côte d'Ivoire, ainsi que celui de la sous-région ouest-africaine, lui a été dressé par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux hommes ont convenu du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays au regard des potentialités. C'est une première visite d'un chef d'État polonais en Côte d'Ivoire qui est rapportée par Mahama Traoré. À son arrivée sur l'esplanade du palais présidentiel, Andrzej Duda, président de la République de Pologne, est accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État vont ensuite se plier à la tradition des honneurs militaires, marquée notamment par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays et le passage en revue des troupes. Après ce cérémonial militaire, les présidents ivoiriens et polonais, accompagnés de leurs délégations respectives, vont s'entretenir dans l'enceinte du palais présidentiel pour ainsi explorer ensemble les axes de coopération. Cette étape s'achève par la signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Le dit mémorandum institue des consultations politiques régulières afin d'échanger les points de vue en vue de coordonner les positions sur les questions bilatérales et multilatérales d'intérêt commun.
Après cette signature, Alassane Ouattara et Andrzej Duda vont de nouveau s'entretenir, cette fois à huis clos. Le point de presse est le lieu pour les deux chefs d'État d'insister sur la nécessité d'intensifier les relations économiques entre Yamoussoukro et Varsovie. Je voudrais dire à quel point je suis particulièrement heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire. C'est une visite historique, puisque c'est la première fois qu'un président de la République de Pologne a bien voulu honorer notre pays d'une visite officielle de travail et d'amitié. Je voudrais remercier M. le Président et les autorités polonaises pour leur solidarité, parce qu'avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons eu de nombreux ressortissants ivoiriens, en particulier des étudiants qui ont pu passer par la Pologne pour aller dans plusieurs pays européens et même de retourner en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y en avait à peu près 250 qui ont été conduits par notre ambassadeur en Allemagne, le général Mangou, et également 80 autres jeunes Africains qui ont pu quitter l'Ukraine via la Pologne pour pouvoir retourner dans leurs pays respectifs. Donc je voudrais vous dire à quel point nous avons été sensibles à l'hospitalité du peuple polonais. Nous avons eu l'occasion d'évoquer ensemble la situation politique, économique et sécuritaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. J'ai pu vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est en paix, en sécurité pour les citoyens et les populations vivant ici, et qu'en matière de croissance économique, nous avons une économie en pleine expansion et que malgré la Covid, nous avons pu avoir un taux de croissance de 2% en 2020 et les perspectives sont pour des taux de croissance annuels de 7 à 8% de 2021 jusque pour les 4-5 prochaines années, comme cela a d'ailleurs été le cas de 2012 à 2019. Donc la situation économique est bonne, avec un taux d'inflation très bas, des investissements élevés et surtout des investissements privés. Et à cet égard, je vous ai demandé d'encourager les entreprises polonaises de venir investir en Côte d'Ivoire et aussi la possibilité pour nos entreprises de faire des prospections en Pologne. Nous sommes mis d'accord pour la possibilité d'organiser un business forum au cours des prochains mois. Et je sais que je peux compter sur vous. Les performances économiques de la Côte d'Ivoire charment la Pologne. C'est pourquoi le président Duda veut en faire un partenaire de choix en Afrique. Je dois dire que je suis vraiment très impressionnée par la croissance économique de la Côte d'Ivoire, le rythme de cette croissance, surtout au cours de 10 dernières années, lorsque ce pays a été géré par vous, Monsieur le Président. C'est grâce à votre très riche expérience aussi mondiale au niveau des marchés financiers et des institutions internationales. Donc c'est cette riche expérience qui vous a aussi permis de traverser aussi des périodes difficiles. L'objectif donc de ma visite ici en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, c'est justement de renforcer la coopération, puisque la solution de cette crise se trouve notamment dans une coopération renforcée, donc une coopération renforcée dans ce cas entre la Pologne et la Côte d'Ivoire, dans de tels domaines comme l'agriculture, de nouvelles technologies, l'énergie, donc son exploitation, l'exploration donc minière, mais aussi l'exportation de ressources énergétiques, une coopération aussi technique, donc tout domaine possible de coopération, coopération économique, politique, mais aussi interhumaine. Et donc nous sommes tous les deux convaincus que cette coopération est donc justement possible. Lorsque je serai rentrée en Pologne, à Varsovie, je commencerai tout de suite à donc, travailler sur cette possibilité d'organiser donc le Business Forum afin que
cela puisse se dérouler aussi vite que possible, afin que nos entrepreneurs puissent se rencontrer et commencer une coopération le plus vite possible. J'espère aussi que vous, Monsieur le Président, vous viendrez rendre visite à la Pologne. Le président Duda a aussi profité de cette visite pour plaider la cause de l'Ukraine auprès des pays africains dans le conflit qui oppose ce pays à la Russie, la Pologne étant un voisin direct de l'Ukraine. Donc pendant ce premier jour de la guerre, la situation à la frontière a été vraiment dramatique. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu avant dans notre histoire. C'est vraiment sans précédent. Et c'est quelque chose qu'on sent d'ailleurs avec l'Ukraine, ce à quoi nous avons dû faire face pour tout simplement s'occuper de ces gens, pour leur offrir un refuge. Grâce à l'aide internationale, notamment de tels pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres États, où le monde tout simplement regagnera la paix, sera plus tranquille, où ce monde et le pays tel que l'Ukraine va fonctionner en accord avec les règles internationales, où l'Ukraine pourra revenir à ses frontières reconnues au niveau international également, où il n'y aura plus d'agression en Ukraine ni de soldats russes. Malgré un soutien affiché à l'Ukraine, le président Alassane Ouattara émet le souhait d'une résolution rapide de cette crise au moyen du dialogue, conformément à la vision d'un monde pacifié de feu le président Félix Houphouët-Boigny. J'ai insisté pour dire que nous sommes conscients qu'il est important de respecter les frontières héritées depuis quelques décennies, et que pour cela, nous avons montré notre soutien à l'Ukraine dans son combat pour recouvrer ses frontières naturelles. Alors, mais en même temps, nous considérons que cette guerre, bien sûr, est d'abord en Europe. Et j'ai déploré le fait que quand il s'agit des conflits en Afrique, que ce soit en Éthiopie, au Soudan, au Congo ou ailleurs, la communauté internationale n'apporte pas beaucoup d'attention aux meurtres, aux dégâts et aux assassinats à l'occasion de ces conflits. Donc, tout en marquant notre solidarité pour le peuple ukrainien, nous demandons qu'une attention plus précise soit apportée également aux victimes des conflits en Afrique. Et je voudrais aussi indiquer que, compte tenu des conséquences financières de cette situation, que les pays africains ont besoin de mécanismes pour les soutenir financièrement, car il semblerait que cette guerre va durer pendant plusieurs mois ou plusieurs années, et cela ne peut pas être à l'avantage des pays africains. Donc nous voulons la paix, nous voulons la reconnaissance des frontières et nous voulons donc plus de solidarité au niveau des pays. Après Abidjan, le président polonais est attendu demain jeudi à Dakar, au Sénégal. Voilà pour le point de la visite historique du président polonais Andrzej Duda en Côte d'Ivoire, un résumé rapporté par Abiba Dambélé Saoué. Après un an d'analyse et de réflexion, les États généraux de l'éducation nationale se sont achevés par des journées de validation des travaux qui ont eu lieu du 11 au 13 avril dernier. Et ce mercredi, le rapport final a été transmis au Premier ministre Patrick Hachi. Les travaux débutés le 19 juillet 2021 ont mis en relief les forces et faiblesses du système éducatif ivoirien et ont surtout permis d'apporter des solutions idoines pour mieux faire demain. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Voici les actes des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Ce mercredi, à l'auditorium de la primature, ils ont été remis au Premier ministre. Lancé le 19 juillet 2021, l'exercice des États généraux de l'éducation nationale entendait rassembler la Côte d'Ivoire au chevet de l'école pour en poser le diagnostic et définir des solutions concrètes de relève. Au regard des forces et des faiblesses du système éducatif ivoirien identifiées, se profilent les défis, c'est ce qui est important, de la nouvelle école ivoirienne axée sur la qualité, l'inclusion, la transparence et l'équité. Les perspectives dégagées reposent sur 6 axes
qui doivent non seulement permettre de consolider et pérenniser les acquis, mais aussi de dessiner le futur d'un système éducatif capable d'être en phase avec la culture nationale, les réalités du monde actuel et de reprendre en compte les évolutions auxquelles doivent faire face les nouvelles générations. Une démarche inclusive et participative pour donner vie à l'école ivoirienne. Une école plus performante, conformément à la vision du chef de l'État d'une Côte d'Ivoire solidaire, basée sur des ressources humaines de qualité. Je pense que ces notions, ces concepts de l'école, de l'éducation comme un bien commun public, c'est une notion fondamentale aujourd'hui pour relancer le développement et pour aboutir à une société vraiment inclusive et juste. Plus de 865 milliards de francs CFA seront nécessaires les 3 prochaines années à dérouler la mise en œuvre des recommandations. Après la validation du chef de l'État et la prise en compte de ces instructions, la formalisation et la mise en œuvre du plan opérationnel détaillé issu des conclusions des États généraux sera l'acte fondateur de notre école ivoirienne, vitale pour nos enfants, primordiale pour notre nation. Pour le chef du gouvernement, ce rapport a toute la légitimité de porter les grands changements attendus dans le système éducatif. Ces États généraux ont permis de formuler la feuille de route de l'école ivoirienne, de la Côte d'Ivoire solidaire. Une école qui n'oublie jamais qu'elle est par essence une échelle tendue vers l'avenir. Une école qui donnera à nos filles comme à nos fils des racines et des ailes. Une école qui nous offrira la force héroïque de croire en notre destin parce que nous aurons préparé avec ferveur celui de celles et de ceux qui nous succéderont. Une école qui transmettra à nos enfants l'indicible fierté d'être des citoyens d'une Côte d'Ivoire toujours plus industrielle, prospère et rayonnante, tout en leur enseignant la fierté et la confiance d'être eux-mêmes. Notons que plusieurs acteurs du succès de ces travaux ont été élevés dans l'ordre du mérite de l'éducation. Voilà un rapport des États généraux de l'éducation nationale présenté en présence de la directrice générale adjointe de l'UNESCO en charge de l'éducation, Stéphania Giannini, est aussi présente en Côte d'Ivoire pour participer à la célébration mondiale de la Journée internationale de l'alphabétisation qui se tient les 8 et 9 septembre. Une première pour notre pays. À son arrivée hier en Côte d'Ivoire, elle a évoqué les avancées réalisées par la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'alphabétisation et ces journées seront l'occasion de faire davantage la promotion du projet d'alphabétisation fonctionnelle par les technologies de l'information et de la communication. Cela avec l'aide de l'UNESCO. Plus de 10 000 personnes ont déjà été impactées et la ministre Mariatou Koné soutient d'ailleurs que cet événement honore la Côte d'Ivoire qui met tout en œuvre pour qu'aucun Ivoirien ne soit marginalisé. La rentrée des classes est officiellement annoncée pour lundi prochain, le 12 septembre. Pour la plupart des élèves, les derniers jours de vacances sont mis à profit pour renforcer les acquis et préparer la classe à venir. C'est le cas de ces élèves à Yamoussoukro qui entreront en classe de 3e et qui se préparent déjà à affronter le brevet. Ils ont reçu les encouragements du député élu de Yamoussoukro, le ministre Souleymane Diarra-Souba, suivant ce reportage de Kader Sogodogo. Durant tout le mois d'août, les élèves de la 3e de Yamoussoukro, futurs candidats au BEPC 2023, ont suivi des cours de vacances dans 5 établissements de la capitale politique et administrative. Ces cours, dispensés par des enseignants qualifiés, ont été initiés par le ministre Souleymane Diarra-Souba, cadre de la ville. L'objectif est de garantir le succès des élèves lors de cet examen. La fin de ces cours de vacances est une occasion pour célébrer les meilleurs. Une initiative saluée par la communauté éducative. Vous démontrez chaque jour que Dieu fait votre engagement pour la promotion de la qualité à l'école. Et ça, c'est votre credo. Je voudrais vous dire grand merci. 1000 fois merci. Nous vous rassurons de la bonne qualité de ces cours et promettons une bonne année scolaire 2022-2023 avec 100% de réussite au BEPC et aux tests d'orientation en seconde. Assiduité, discipline et succès sont le vœu du parrain. Ces cours qui sont déroulés ont fortement contribué à occuper sainement les élèves durant ces vacances qui s'achèvent.
ce qui leur a permis de s'éloigner, comme vous le savez, de certains fléaux qui ont été décrits tout à l'heure. Je voudrais saluer en tout cas pour ma part cette noble initiative dont l'objectif est de préparer nos enfants à affronter les classes supérieures pendant la prochaine année scolaire avec beaucoup plus de sérénité. Remise de kits scolaires et des dons en numéraire ont mis fin à la première édition des cours de vacances Souleymane Diarra-Souba à Yamoussoukro. Et quand d'autres ont continué à étudier durant ces vacances scolaires, certains ont fait de cette période de vacances une période de découverte et d'apprentissage. À Gbomikonde Yaoukro, élèves et étudiants se sont fait tisserand le temps des grandes vacances, suivant ce témoignage de Victorine Yaouyobwe. Gbomikonde Yaoukro, ici comme dans les autres villages sur l'axe Tiebissou-Yamoussoukro, les élèves et étudiants ont troqué les cahiers et autres bouquins pour la navette du tisserand. C'est le cas pour Stéphane. Installé confortablement sur son métier à tisser, le jeune homme fait preuve de dextérité. Pendant les vacances, nous venons pour tisser, pour subvenir à nos besoins quotidiens. Cette activité est vraiment rentable. Quand nous travaillons, il y a une somme que nous gardons pour préparer la rentrée. Cette contribution des vacanciers est très appréciée par les parents. Le métier du tissage, s'il le fait, c'est une grande joie pour moi, car c'est un métier que nos parents nous ont légué. Bien que les enfants vont à l'école, cela nous aide beaucoup à pouvoir assumer leur formation. L'implication des enfants permet en effet de renflouer de façon substantielle les caisses de la famille. Mais ce n'est pas tout. Elle pérennise le métier de tisserand par la transmission de ce savoir-faire aux plus jeunes. L'idée n'est pas de les maintenir dans ce métier, car l'école, c'est la clé de la vie, c'est le temple du savoir. Notre souhait, c'est de voir nos enfants évoluer à l'école. Et même si l'enfant doit évoluer dans le métier que nous avons appris, mais savoir lire et écrire va l'aider, puisque aujourd'hui, nous voyons que la commercialisation du pain baoulé se tend et ça va même au-delà de nos frontières, sur Internet et tout ça. Donc il faut pouvoir maîtriser ces outils pour pouvoir mieux se vendre ailleurs. C'est vraiment important pour moi de savoir tisser le pain balé. Et cela ne nous permet pas d'avoir un mauvais résultat scolaire parce que nous arrivons à faire la part des choses. Le tissage du pain baoulé, un héritage que la tribu Bomi, composée des deux villages de Gbomikonde Yaoukro et Bomi Zambo, compte bien perpétuer. Le pari semble bien réussi, avec ce grand intérêt que manifestent même les tout-petits pour leur culture. Partons à présent à l'École nationale d'administration. Wan Désiré Ouloto, la ministre de la fonction publique et de l'administration, était l'invitée des journées de l'ENARC de la 56e promotion de l'ENA. Au futur missionnaire de l'administration publique, elle a enseigné les grandes valeurs à adopter pour être des leaders transformationnels de l'administration ivoirienne. Frédéric Olaï et Jean-Marc Djadji. Il est 10h quand la ministre de la fonction publique fait son entrée dans le plus grand amphithéâtre de l'École nationale d'administration. Elle se livre en 45 minutes à un véritable cours magistral. En face d'elle, la 56e promotion des élèves de l'institution. Thème de son propos liminaire, l'ENARC et la bonne gouvernance. La ministre exhorte ici les futurs fonctionnaires à la responsabilité et à l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. La gouvernance, la bonne gouvernance dans un État est manifeste à travers la qualité de ses dirigeants, mais également par des institutions efficaces, transparentes, capables de surveiller et de sanctionner, étant entendu que le non-respect
des principes de bonne gouvernance peut se manifester notamment par la mauvaise gestion. La ministre Anne Oulouto invite ses élèves à s'impliquer dans la modernisation de l'administration publique et dans la lutte contre la corruption. L'ENAC, c'est-à-dire vous, l'ENAC devra se montrer attaché et loyal à la République et à ses valeurs et faire preuve d'un haut niveau de patriotisme qui le dispose à servir et à ne servir que l'intérêt général. La 56e promotion des élèves de l'ENA a traduit aussi sa reconnaissance au président Alassane Ouattara pour la révalorisation des primes en faveur des fonctionnaires. Après 2 ans de formation, ils effectueront ce jeudi leur sortie officielle qui marque ainsi leur insertion professionnelle. Dans le centre-ouest du pays, 110 jeunes de la localité de Worofla seront bientôt recrutés pour l'unité industrielle de production de compost à base des ordures ménagères. C'est un programme dans le cadre d'une convention de partenariat entre l'Agence Emploi Jeunes et l'Agence nationale de gestion des déchets. Un projet de 24 mois financé à plus de 150 millions de francs CFA. Le point de Walter Amadou Ouattara. Par cette signature de convention, l'Agence Emploi Jeunes, l'ANAGED et la mairie de Worofla concrétisent la mise en place d'une unité de transformation des ordures ménagères en compost à Worofla. 110 jeunes bénéficieront chacun d'une prime mensuelle de 45 000 francs CFA. Le maire de cette commune, située dans le département de Séguéla, ne cache pas sa joie. Non seulement ma ville sera propre, 2, mes jeunes auront du travail, 3, ça apportera un plus à l'agriculture étant une zone agricole. Grand merci au ministre et surtout à notre grand chef, le président Alassane Ouattara. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, de même que le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, ont également validé un cadre formel de collaboration. Je voudrais également, à travers vous, monsieur le ministre, exprimer mes sincères remerciements et ceux du ministère à monsieur l'administrateur de l'Agence Emploi Jeunes, qui a montré l'intérêt manifeste de sa structure à accompagner l'ANAGED dans sa mission de gestion du secteur des déchets solides en Côte d'Ivoire. Et ma présence ici aujourd'hui à cette cérémonie traduise non seulement la solidarité gouvernementale, mais aussi le potentiel de collaboration entre nos 2 ministères dans la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire, tant cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes un ministère assez transversal du fait même de la cible, parce que lorsqu'on parle des jeunes, c'est dans tous les secteurs. Et je pense aussi que vous êtes aussi un ministère transversal. Et donc, nous retrouver, travailler ensemble, et je souhaite que nos collaborateurs puissent continuer dans ce sens, pour qu'ensemble, on essaie donc d'explorer toutes les opportunités possibles pour, au finish, donner espoir aux jeunes de notre pays. Les partis s'engagent de ce fait à assurer d'une part les formations qualifiantes relatives aux techniques du tri sélectif des déchets, les techniques de production du compost et d'autre part à financer les activités de cette 2e phase du projet à hauteur de 150 millions de francs CFA. Et nous poursuivons avec le point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistre ce 7 septembre 2022 30 nouveaux cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, 27 nouvelles guérisons et aucun cas de décès. À cette date, au moins de 34 cas restent encore actifs. Et pour ce qui est de la campagne vaccinale, un total de 18 494 857 doses de vaccins ont été administrées dans le pays depuis le 1er mars 2021. L'actualité hors de nos frontières, les sanctions occidentales contre Moscou menacent le monde entier, alerte le président russe lors d'un forum économique tourné vers l'Asie. Pour Vladimir Poutine, il est impossible pour les pays occidentaux
d'isoler la Russie en dépit des sanctions contre Moscou. La pandémie du coronavirus a été remplacée par de nouveaux défis d'ordre global qui menacent le monde entier. Il s'agit de la fièvre des sanctions de l'Occident, a-t-il ajouté. Le président russe a dénoncé aussi le refus obstiné des élites occidentales de voir les faits et la domination insaisissable des États-Unis dans la mise en place de lourdes sanctions contre la Russie suite à l'offensive menée en Ukraine depuis fin février. Des changements irréversibles se sont produits dans tout le système des relations internationales et malgré une pluie de sanctions occidentales, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie n'a rien perdu et ne perdrait rien. La polarisation est en cours et ne sera que bénéfique à la Russie, a soutenu Vladimir Poutine, président de la Russie. C'est ici qu'on s'arrête pour ce point d'information. Merci de nous avoir suivis.